Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation à venir vous présenter une communication sur la co-infection VIH-VHC, mais qui ne va pas être une session de formation continue, on n'est pas là pour ça, mais vraiment pour voir un peu quels sont les enjeux qui se posent à nous dans un contexte où on voit que le paradigme de la prise en charge de l'hépatite C va complètement changer avec l'arrivée des antiviraux directs. Et que maintenant que l'on va pouvoir dire que l'hépatite C est une maladie curable et surtout curable pour tous, eh bien malgré tout, il reste des enjeux importants auxquels on va devoir faire face en tant que clinicien, patient, décideur en santé. Et bien sûr, ça vient en partie de l'intrication de l'histoire du VIH et de l'hépatite C. D'abord sur un plan épidémiologique. Vous voyez, je vous ai rapporté quelques chiffres de prévalence, d'incidence, de mortalité du VIH et de l'hépatite C. On voit bien que les deux virus sont intimement liés. Ils ont des modes de transmission qui sont communs, principalement par le sang et par l'exposition nosocomiale, qui fait qu'il y a à peu près 4 à 5 millions de personnes co-infectées dans le monde, ce qui représente 10 à 90% des personnes infectées par le VIH, qui sont aussi porteurs d'une hépatite C chronique. Cette différence de prévalence venant soit de zones géographiques différentes, on va y revenir un peu, et puis bien sûr des modes de transmission qui sont différents. Parce que dans la population des usagers de drogue, le risque de co-infection est beaucoup plus important, par exemple, que dans la population homosexuelle, dans laquelle ce risque est justement en train d'émerger. On y reviendra un peu après. Alors, ces données de prévalence sont vraiment très disparates, avec des situations extrêmement différentes en fonction des contextes. On voit par exemple que dans les pays de l'Ouest, et ici j'ai pris l'exemple de l'Espagne, où justement, comme nous l'a signalé notre collègue tout à l'heure, il y a des politiques de réduction des risques très agressifs qui ont été mis en place, et on voit bien que quand ces politiques sont appliquées, ça marche, puisque là, comme vous pouvez voir, alors vous ne voyez pas trop les chiffres, mais vous avez en abscisse les années, c'est sur une période de 10 ans, et en ordonnée la prévalence de la co-infection chez les personnes usagers de drogue, et bien vous voyez que parallèlement à la baisse de l'infection par le VIH, on a une baisse de la co-infection par l'hépatite C. En revanche, de façon très contrastée, on voit bien que dans d'autres pays, et en particulier en Europe de l'Est, la situation est complètement différente, puisque là, au contraire, en 5 ans, entre 2005 et 2010, dans certains pays d'Europe de l'Est, on a eu une augmentation de 30 à 50% de la co-infection VIH-hépatite C parmi les usagers de drogue. Et on voit bien que c'est principalement dans des pays où les politiques de réduction des risques sont les plus difficiles à mettre en place. On sait que en Afrique et en Asie, il y a ce qu'on appelle une épidémie cachée d'hépatite C. Alors cachée, puisque jusqu'à présent, on avait du mal à la mettre en évidence à cause des problèmes diagnostiques, mais que de plus en plus, on a des données qui sont fiables. Et comme vient de vous le présenter Marie-Vonne, cette étude qui a été menée à Dakar montre bien que l'hépatite C est un problème de santé publique qui commence à être mis en évidence dans les grandes capitales africaines. Et c'est exactement la même chose en Asie, où cette épidémie est plus ancienne et affecte des pays avec, dans certains pays, une prévalence de l'hépatite C chez les usagers de drogue qui est extrêmement élevée, supérieure à 50%. Alors, ces données épidémiologiques sont sous-tendues par, bien sûr, des données qui sont plus physiopathologiques, de cette intrication délétère du VIH et de l'hépatite C. Alors, je vais vous donner très rapidement quelques petites notions sur la physiopathologie de façon très simple pour qu'on comprenne bien pourquoi, quand on a déjà le VIH, le fait d'avoir l'hépatite C fait qu'on est bien plus malade. Il faut savoir que le VIH pénètre à l'intérieur des cellules étoilées du foie, donc ça, on le savait, ça a été mis en évidence en 2010 avec de très beaux travaux in vitro qui montrent qu'en fait, en rentrant à l'intérieur des cellules étoilées du foie sur lesquelles il y a des récepteurs qui sont sensibles au VIH, eh bien, le VIH pénétrait ces cellules et entraînait toute une cascade de signalisation de protéines, etc., qui font que la fibrose va s'installer progressivement et conduire vers la cirrhose uniquement à cause du VIH. Et quand en plus s'y ajoute l'effet de l'hépatite C, on a une espèce d'action synergique
cholinergiques délétères, avec un stress oxydatif qui s'installe au niveau des cellules étoilées du foie et des hépatocytes, et qui vont conduire à une mort cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, donc la mort cellulaire, donc la mort des cellules du foie. Et à côté de ça, un autre processus qui est une activation de gènes qui vont entraîner une fibrose progressive du foie. Alors, excusez-moi. Donc, à côté de cette action directe du VIH sur les cellules, on a aussi une intrication au niveau immunologique. Alors, je vais passer un petit peu vite parce qu'on n'est pas dans une présentation très médicale. Je suis désolée, du mal à faire passer les... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de même, quand les deux virus sont ensemble, eh bien, ils créent une alliance qui va entraîner une perturbation de l'immunité de l'hôte. Et le fait, quand on est infecté par le VIH, d'avoir des défenses immunitaires qui sont plus basses, vont empêcher l'hôte, donc la personne, d'avoir une réponse anti-hépatite C. Et donc là aussi, on va avoir une accélération du processus de la fibrose. Alors maintenant, comment est-ce que tout ça, ces données épidémiologiques et puis ces données de physiopathes, vont s'intriquer pour être transcrites au niveau de la personne, donc au niveau des malades? L'hépatite C, donc la maladie induite par l'hépatite C, fait partie des 4 causes de décès chez les personnes infectées par le VIH. Entre 1999 et 2000, c'était la 3e cause, et on voit dans ce travail qui a été très récemment présenté de la cohorte suisse que de la 3e cause, elle est passée à la 4e cause dans les pays de l'Ouest. Parce qu'il y a une prise de conscience et des patients et des cliniciens pour améliorer la prise en charge des patients. Mais malgré tout, on voit que ça reste une cause prédominante de décès dans la population VIH confondue. Et quand maintenant on se focalise sur les personnes co-infectées VIH hépatite C, eh bien le décès par maladie du foie reste sans surprise la première cause de décès dans cette population, et principalement à cause du problème de la cirrhose, en particulier de la cirrhose décompensée. Et de même, on voit bien que quand on est infecté par le VIH et que l'on a en plus l'hépatite C, le risque de décès par maladie terminale du foie reste plus élevé que quand on est uniquement infecté par l'hépatite C. Donc on voit bien là la retranscription sur le plan clinique de tous ces problèmes physiopathologiques dont je vous ai parlé précédemment. Alors, toutes ces raisons épidémiologiques, cliniques, physiopathologiques montrent bien qu'il est absolument indispensable de traiter l'hépatite C et de guérir de l'hépatite C pour vraiment protéger son pronostic vital. On a une chance très importante actuellement de tendre vers une guérison de l'hépatite C grâce à plusieurs facteurs. Alors, évidemment, comme je vous ai dit en introduction, on est dans un changement de paradigme de la prise en charge de l'hépatite C, puisqu'on a maintenant des traitements qui sont extrêmement efficaces. Il faut se rappeler qu'entre 2002 et 2010, on avait comme traitement uniquement la bithérapie PEG-interféron-ribavirine, avec laquelle on avait un taux de réponse qui allait de 40 à 60% chez les personnes mono-infectées hépatite C, et encore bien inférieur, 30 à 40% pour les personnes co-infectées hépatite C. Et on voit bien qu'à partir de 2011, avec l'arrivée des premiers antiviraux directs dits de première génération, on a gagné à peu près 25%. Et on pense qu'à partir de 2014, où on va avoir accès à la seconde génération des antiviraux directs, et en particulier des associations sans interférons, donc moins délétères sur le plan des effets secondaires, on risque d'atteindre 95 voire 100% de réponse dans certains groupes de patients. Alors, quelques arguments virologiques qui aident à comprendre pourquoi l'hépatite C est vraiment devenue une maladie curable. Au contraire du VIH et de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C n'est pas intégré dans le génome. Alors, je vais ralentir un peu pour la traduction. Donc, le génome de l'hépatite C n'est pas intégré à l'intérieur du génome des cellules. Donc, vous voyez ici sur la gauche l'exemple de l'hépatite B, dont le génome
entre à l'intérieur du noyau cellulaire, ce qui fait que l'hépatite B est une maladie dont on a beaucoup plus de mal à guérir. Et pour le VIH, le génome est carrément intégré dans le génome de l'hôte, de la cellule hôte. Donc là, à ce jour, il est absolument impossible de guérir du VIH. En revanche, pour l'hépatite C, le génome n'est pas intégré à l'intérieur de la cellule et encore moins dans le génome de l'hôte. Donc, quand on arrive à bien cibler ce virus qui se balade, eh bien, on peut envisager une suppression virale définitive. Une autre raison virologique qui peut expliquer pourquoi on peut se débarrasser de l'hépatite C, eh bien, c'est que quand on a déjà été traité et que l'on a acquis des mutations de résistance du virus, il n'y a pas d'archivage de ces mutations. Au contraire du VIH, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien le contexte du VIH, quand un patient est en échec de traitement, il va développer des résistances, le virus va développer des résistances et va devenir résistant au traitement. Eh bien, avec l'hépatite C, il y a des résistances qui émergent, mais parce que le virus n'est pas archivé, il n'y a pas d'archivage de ces mutations de résistance. Et donc, en retraitant le patient avec éventuellement des molécules plus efficaces, on doit arriver à se débarrasser du virus. Donc l'hépatite C, le virus de l'hépatite C, ce n'est pas le VIH, il n'y a pas de mutation archivée. Des arguments maintenant qui nous viennent de l'immunologie et de la génétique. La raison pour laquelle il est important de traiter les patients co-infectés tient à la restauration immune que l'on obtient sous antirétroviraux. Et cette étude qui a été publiée en 2010 le montre de façon très élégante, puisque avec des études immunologiques, on a montré que des patients qui étaient mis sous traitement antirétroviral avaient une restauration de leur réponse immune anti-hépatite C et donc arrivaient à contrôler en partie la réplication de l'hépatite C. Alors évidemment, on ne va pas guérir uniquement en restaurant l'immunité, mais c'est déjà un pas en avant qui montre combien il peut être important chez ces patients co-infectés d'introduire un traitement antirétroviral le plus précocement possible pour protéger le foie en attendant de pouvoir guérir de l'hépatite C. Et bien sûr, un argument génétique que ceux d'entre vous qui traitent l'hépatite C ont maintenant bien connaissance, c'est qu'il existe une espèce de prédisposition à une bonne sensibilité à l'interféron que l'on mesure en établissant le polymorphisme de l'IL28B, qui est un gène qui va coder pour la fabrication de l'interféron naturel, et que quand on a le bon gène, on va dire, pour simplifier les choses, eh bien, on va avoir de meilleures chances de répondre à l'interféron. Alors évidemment, c'était vrai pour l'interféron, mais on a aussi montré que c'était vrai avec les nouveaux analogues, avec les nouveaux antiviraux directs. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir sur les chiffres, 33% pour la bithérapie de réponse quand on a le mauvais allèle versus 69% quand on a le bon allèle. Et quand on passe aux nouveaux antiviraux directs, et c'est une étude qui a été faite avec l'un d'entre eux qui s'appelle le sofosbuvir, on a aussi une différence de 10%. Alors bien sûr, l'ordre d'échelle est complètement différent puisqu'on a quasi 90% de réponse au traitement, même pour les patients qui ont le mauvais allèle. Donc on sent quand même qu'il y a un petit déterminisme génétique, mais heureusement qui est moins important avec les nouveaux traitements. Maintenant, des arguments, et qui sont probablement les plus importants, et je dirais pour nous thérapeutes les plus excitants, sont ceux qui nous viennent du champ du traitement. L'hépatite C, c'est un peu comme le VIH. Il y a un génome viral qui peut être la cible de multiples qui est une cible qui présente donc un cycle viral qui présente de multiples cibles thérapeutiques. Donc, je vous ai entouré en rouge la cible qui est actuellement visée par les antiviraux directs qui viennent d'être mis sur le marché, qui sont le Télaprévir et le Boceprevir. Ensuite vont arriver d'autres médicaments, donc d'autres antiviraux directs, qui ont des cibles un petit peu différentes, et on va dire, qui ont cette propriété de cette fois-ci pouvoir traiter
tous les génotypes et pas simplement un seul des génotypes de l'hépatite C. Vous savez que l'hépatite C se présente sous forme de 6 génotypes qui en fait sont distribués dans le monde à cause de l'histoire des migrations, hein, où il y a un berceau natif de l'hépatite C. Avec les migrations, le virus de l'hépatite C a muté et donc s'est transformé en plusieurs génotypes. Eh bien, les nouveaux antiviraux directs qui vont être mis sur le marché dans les années à venir sont dits pangénotypiques, c'est-à-dire que la même molécule peut traiter tous les génotypes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, comme je viens de vous dire, donc un génome viral avec de multiples cibles thérapeutiques et de nombreuses cibles thérapeutiques qui sont en cours d'exploration. Actuellement, avec le Telaprevir et le Boceprevir, on a des données qui sont très encourageantes chez les patients déjà porteurs du VIH. Quand vous pouvez voir ici les taux de réponse chez les patients qui sont dits naïfs de traitement ou rechuteurs d'une première ligne avec de la bithérapie, interféron et ribavirine, que ce soit avec le Telaprevir ou le Boceprevir, on a en gros une augmentation de 25% à 30% de la réponse par rapport à de la bithérapie standard. Et puis, quand on va passer à la deuxième génération d'antiviraux directs, alors ici, je vous ai donné toujours chez les patients co-infectés, hein, VIH-VHC, les résultats des études avec le Ciméprevir et le Faldaprevir, qui sont des médicaments que l'on a déjà en ATU et qui vont être disponibles en courant 2014 ou début 2015, eh bien on voit qu'on atteint des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 80% de réponse, avec des traitements qui durent de 24 semaines à 48 semaines, mais des taux de réponse qui sont extrêmement importants et des effets secondaires qui sont moindres. Ce qui ici est très intéressant, c'est que même chez les patients qui sont les plus difficiles à traiter, c'est-à-dire des patients qui ont été répondeurs partiels à une première ligne de traitement, voire non répondeurs, eh bien, on obtient aussi des bons résultats avec le Telaprevir ou le Boceprevir. Et vous avez ici les résultats des 2 études qui sont menées par la NRS. Alors, ce sont des résultats précoces, hein. On attend d'avoir des résultats vraiment en fin de traitement, mais déjà avec des résultats précoces, on voit qu'on fait beaucoup mieux chez des patients difficiles à traiter qu'avec la bithérapie. Donc, beaucoup d'espoir avec ces nouveaux traitements, ceux qui sont déjà disponibles, mais surtout ceux qui vont venir dans un futur proche. Alors, pour l'instant, le problème que posent ces traitements, ce sont des problèmes essentiellement de tolérance, que ce soit des problèmes de sensibilité cutanée, donc d'effets secondaires cutanés qui peuvent parfois être graves, ou des problèmes d'anémie qui, là aussi, peuvent être graves et peuvent entraîner des besoins en transfusion itérative. Je vous ai mis ici quelques exemples des essais qui sont actuellement en cours chez les patients co-infectés. Donc il y a beaucoup d'essais chez les mono-infectés, il y en a beaucoup moins chez les co-infectés, mais il y en a quand même hein, qui sont en cours, dont on devrait avoir des résultats dans le courant de 2014, avec des stratégies très intéressantes parce que, comme vous pouvez voir dans la 4e stratégie que je vous ai indiquée, on arrive maintenant chez les co-infectés à avoir des stratégies sans interféron. Et c'est vraiment ce que l'on recherche, puisqu'on sait que c'est l'interféron qui est le médicament qui donne le plus d'effets secondaires et qui, chez nos patients co-infectés, est le moins bien toléré. Donc vous voyez que l'avenir s'annonce vraiment très bien pour nos patients, qu'ils aient déjà été pré-traités ou qu'ils soient naïfs de traitement. Ce d'autant plus qu'on a aussi de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont en cours de développement. Donc, je vous les ai listées ici à titre indicatif, hein, soit des nouvelles cibles virales, soit des nouvelles stratégies thérapeutiques qui ne passent pas simplement par des cibles virales, mais qui utilisent des stratégies thérapeutiques très perfectionnées à base d'anticorps monoclonaux hein, et qui pourraient éviter un peu tous ces effets secondaires et peut-être agir beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est en cours de développement, pas encore en développement chez les patients co-infectés, mais ça devrait venir extrêmement rapidement. Alors vous voyez que toutes ces preuves, hein, que ce soit des preuves, des arguments virologiques, des arguments immunologiques ou des arguments génétiques, mais surtout des arguments thérapeutiques, font que dans les 10 ans, on va pouvoir traiter, on va dire 100%, enfin, on devrait pouvoir traiter 100% des patients et on devrait pouvoir atteindre l'éradication du virus. Et pourtant, on a beaucoup d'enjeux qui restent devant nous. D'abord, le premier enjeu majeur, qui est celui, alors je suis passée un peu vite, hein, qui est celui d'éviter les nouvelles infections. En attendant de guérir tout le monde, évidemment, on a un processus continuel de transmission. Donc, comment éviter ces nouvelles infections ?
On sait qu'en particulier dans les pays du Nord, mais surtout parce que ça a surtout été montré dans les pays du Nord, qui avaient les moyens techniques, mais c'est probablement le cas dans les pays du Sud, au sein des communautés homosexuelles, on a une transmission de l'hépatite C. Donc on a bien montré que ce problème de transmission venait de pratiques sexuelles, on va dire, traumatique, mais on a de plus en plus dans nos consultations des patients homosexuels qui nous disent « mais moi, j'ai des pratiques sexuelles normales, je n'utilise pas d'objets contondants, je n'ai pas, il n'y a pas d'échange de sang dans mes pratiques sexuelles et pourtant je me retrouve infectée avec une hépatite C aiguë ». Donc il y a probablement là un mécanisme de transmission qui n'a pas encore été bien exploré. En tout cas, on a assisté, comme vous voyez sur ces graphes, qui viennent de la cohorte Eurosida, à une augmentation fulgurante ces dernières années de l'incidence de l'hépatite C aiguë dans la communauté homosexuelle. Donc ça va induire, et ça doit induire des stratégies d'abord dans la prévention qui se basent sur une information, et en particulier pour réduire aussi le risque de réinfection, parce qu'il faut savoir que l'hépatite C n'est pas une maladie immunogène. Quand on a fait une hépatite C, on peut en refaire une, même avec le même génotype. Donc des stratégies de prévention, en particulier de dépistage systématique de l'hépatite C quand un patient vient nous voir avec une maladie sexuellement transmissible comme des chlamydia, le gonocoque, etc. Une stratégie de dépistage, comment mieux dépister, on va dire de façon systématique, les personnes à risque. Et il va bien sûr falloir définir le meilleur algorithme de dépistage. Il y a des études qui viennent d'être publiées et qui se sont intéressées à l'utilisation soit de l'ARN VHC, soit des ALAT, donc des transaminases qui expriment une souffrance du foie avec des rythmes différents pour essayer d'avoir le meilleur coût-efficacité du dépistage. Et puis bien sûr, ça va aussi passer dans la nécessité de définir de meilleures stratégies de traitement, en particulier avec les nouveaux analogues, avec les nouveaux antiviraux directs. Évidemment, on a encore, et pour de nombreuses années, un problème de transmission de l'hépatite C par l'usage de drogue, en particulier par voie intraveineuse. Il va donc falloir s'attacher à augmenter l'efficacité des programmes de réduction des risques. Et ça a bien été entendu, hein, puisque l'OMS s'est particulièrement penché sur le sujet et a fait des ateliers de travail pour voir comment améliorer les stratégies de dépistage, les stratégies de prévention de la transmission. Et par exemple, il y a une étude que je vous rapporte ici, une étude de coefficacité extrêmement intéressante qui, évidemment, c'est de la modélisation. En gros, qui faut-il traiter pour avoir un véritable impact sur la partie de l'épidémie hépatite C qui est due à l'usage de drogue? Eh bien là, comme vous voyez, il a été suggéré que dans une population d'usagers de drogue où la prévalence de l'hépatite C allait de 20 à 40%, il était coût-efficace de traiter les usagers de drogue, même actifs. En revanche, quand la prévalence est trop élevée, en particulier supérieure à 60%, ça ne sert à rien de traiter les usagers de drogue à cause du problème de réinfection. Il vaut donc mieux traiter les anciens toxicomanes ou les personnes qui n'ont pas de toxicomanie active et augmenter l'efficacité des programmes de prévention avant d'aller vers un programme de traitement. Donc, évidemment, c'est sujet à débat. Hein. Je pense que cette conférence est vraiment là aussi pour ça. Mais vous voyez l'outil et les connaissances que peuvent apporter les travaux de modélisation pour ensuite mettre en place de stratégies dans la vraie vie. Bien sûr, un autre encore biais très important de transmission de l'hépatite C, c'est la transmission nosocomiale. Et c'est un risque qui persiste dans les pays en développement. Comme vous voyez là dans cette étude qui a été menée en Égypte, où on voit bien que le fait d'être exposé à des soins hospitaliers ou à des soins de santé hors de l'hôpital reste encore un problème majeur, un risque majeur de transmission de l'hépatite C. Il y a donc là aussi une prise de conscience au niveau politique, hein, au niveau des structures de soins, au niveau gouvernemental, qu'il faut absolument avoir. Alors, tout ceci nous mène à un concept très intéressant qui a été développé dans le VIH et qui commence à être développé dans l'hépatite C, qui est celui du traiter pour prévenir. J'ai déjà un peu abordé cette problématique avec les modélisations du traitement des toxicomanes, mais dans cette modélisation très intéressante qu'a faite Nicolas Durier sur des données qui viennent du Vietnam, eh bien, on voit que plus on augmente la couverture de traitement de l'hépatite C, plus
on a de chances de faire baisser la prévalence. Par exemple, on va dire une estimation qui est relativement correcte, traiter 25% des personnes affectées par le VHC, ben vous voyez que ça peut faire baisser la prévalence d'environ 15%. Et quand on va à un extrême, traiter jusqu'à 75% des personnes infectées, on arrive à réduire la prévalence à 30% dans des populations à risque. Donc ici, c'était une population de toxicomanes. Alors évidemment, 75%, on peut dire que c'est un peu utopique, mais déjà, on voit bien que traiter les personnes infectées, ben, ça peut avoir un véritable impact sur la prévalence globale. Évidemment, ça va de pair avec des programmes de réduction des risques. Bien sûr, quand on parle de maladies transmissibles, on se pose la question du vaccin. Et on sait bien que la vaccination, c'est le moyen le plus coût-efficace de prévenir la transmission des infections telles que les hépatites. Ça marche très bien pour l'hépatite B, évidemment extrêmement bien pour l'hépatite A dans les pays de l'Ouest, là associé à des problématiques d'hygiène. Malheureusement, la recherche vaccinale contre l'hépatite C, qui date de plus de 20 ans, n'a pas encore eu de résultats vraiment probants, pour plusieurs raisons. Je vous en ai listé 3 ici. On n'a pas assez de modèles animaux. On sait que l'hépatite C a la possibilité d'échapper à la réponse immune de l'hôte. Et on sait aussi qu'il y a une grande variabilité génétique des défenses de l'hôte et qui fait que les réponses anti-hépatite C sont difficiles à mettre en place. Il y a en cours beaucoup de stratégies vaccinales contre l'hépatite C et on attend d'en avoir les résultats, mais c'est une voie qui est vraiment en cours d'exploration. L'autre moyen important pour arriver à traiter l'hépatite C, qui est un enjeu, donc un deuxième enjeu après le fait d'éviter les infections, c'est d'optimiser les stratégies de traitement. Alors comment peut-on optimiser les stratégies de traitement? Peut-être que l'une de celles qui est la plus intéressante actuellement, c'est d'arriver à se passer de l'interféron. Pourquoi? Parce que l'interféron a de multiples inconvénients et qu'on a bien vu que dans les bithérapies interféron-ribavirine, on a quand même une réponse sous-optimale, et en particulier chez les patients co-infectés. Le challenge, donc l'enjeu, c'est vraiment de combiner des médicaments qui ont des cibles antivirales différentes de façon à avoir la puissance la plus importante et la barrière la plus élevée à l'échappement thérapeutique, avec bien sûr un meilleur profil efficace de tolérance. Les questions qui restent encore vraiment d'actualité, même avec les nouveaux antiviraux directs, c'est l'efficacité de ces traitements chez les patients qui sont cirrhotiques, l'efficacité chez les patients qui sont durs à traiter, c'est-à-dire ceux qui sont des non-répondeurs à des traitements antérieurs, et puis des patients qui ont jusqu'à maintenant des génotypes que l'on dit difficiles à traiter, en particulier le génotype 3, parce qu'on sait que même les traitements les plus efficaces qui sont en cours de développement ont tous une faiblesse sur l'hépatite C de génotype 3. Donc je vous ai mis ici quelques études qui étaient menées chez les patients VIH, donc des stratégies sans interféron. Donc on voit bien qu'on avance sur ce terrain et pour ceux d'entre nous qui ont des patients inclus dans ces études, on voit bien que ça marche et ça marche bien avec très peu d'effets secondaires. Donc c'est extrêmement prometteur pour l'avenir. Et puis peut-être une autre étape, une étape au-delà de se passer de l'interféron, ça va être de se passer de la ribavirine. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des inconvénients liés à la ribavirine, et en particulier les problèmes d'anémie et de nombre de comprimés à prendre au quotidien, puisqu'on doit prendre de 5 à 6 comprimés par jour. Donc là aussi, l'étape ultérieure, ça va être de pouvoir se passer de la ribavirine, qui va être un enjeu majeur dans les années à venir. Un autre enjeu auquel on doit faire face actuellement, c'est ces problèmes d'interaction. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez, quand vous avez en charge des patients co-infectés, que la tolérance des antiviraux directs est très liée aux interactions avec les traitements anti-VIH. Il y a parfois des patients VIH avec des traitements lourds antirétroviraux et qu'on ne peut pas traiter avec les médicaments actuels à cause des interactions. Il est très probable que dans le futur, ce problème-là sera dépassé. Et puis bien sûr, un enjeu majeur qui va être celui du coût-efficacité. Évidemment, on va avoir des traitements faciles à prendre pour une durée de 3 mois avec des taux de guérison de 100%. Mais on va
probablement avoir affaire à des prix qui sont très élevés. Est-ce qu'on va donc pouvoir traiter tout le monde? Et comme vous voyez ici, alors là aussi c'est de la modélisation, hein, parce qu'on est obligé un peu de modéliser, puisque c'est très récemment qu'on a eu ces traitements, donc on n'a pas beaucoup de recul pour voir ce que c'est que ce que ça va être dans la vraie vie. Et dans cette étude de modélisation, on voit bien que il n'est pour l'instant pas efficace de traiter les patients qui sont peu malades de leur hépatite C d'un point de vue individuel. Pas d'un point de vue de masse, par exemple, dans un optique de traitement comme moyen de prévention, mais d'un point de vue individuel, donc le coût pour la société, ici, quand les patients sont peu malades de leur hépatite C, ça ne vaut pas le coup de les traiter avec les médicaments actuels, il vaut mieux attendre. En revanche, avec les patients qui ont une maladie hépatique plus avancée, là, ça vaut le coup de les traiter pour un bénéfice individuel. L'autre enjeu, une fois qu'on aura guéri nos patients, est-ce qu'il va falloir continuer à les suivre ou est-ce qu'on va dire que une fois qu'on a guéri de l'hépatite C, on est tranquille à vie? Eh bien non, on voit bien quand même que le fait d'être guéri de l'hépatite C a réduit de façon importante la mortalité, donc que ce soit de cause globale ou de cause reliée au foie. Mais malgré tout, vous voyez bien sur les petites courbes du haut qui représentent les patients qui sont guéris de leur hépatite C, il reste malgré tout de la mortalité qui est liée au foie ou pas. Et évidemment, cette mortalité, elle est due au fait que certains patients vont guérir alors qu'ils ont une fibrose avancée, voire une cirrhose, et qu'ils risquent de mourir d'une maladie hépatique. Donc, ici, cette publication s'est intéressée au risque très précis de carcinome hépatique, de cancer du foie. Mais on voit bien que même chez les patients traités, c'est la courbe du haut de ceux qui ont guéri, il persiste un risque de cancer du foie. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui va se poser à nous. Quand on aura guéri nos patients VIH de leur hépatite C, il faudra continuer à les suivre, il faudra continuer à mettre des moyens en place pour éviter le carcinome hépatocellulaire et donc dépister très tôt le carcinome hépatocellulaire. Un autre enjeu important qui va se présenter à nous dans l'avenir, pareil, ces patients que l'on aura guéris mais qui sont cirrhotiques, voire qui ont un cancer du foie, il va falloir envisager la transplantation. Donc l'enjeu majeur, ça va être de faciliter l'accès à la transplantation. Et pour l'instant, chez nos patients VIH, on a une survie qui reste encore bien inférieure à celle que l'on a chez des patients qui sont mono-infectés C. Donc vous voyez ici la courbe en bleu, c'est les patients mono-infectés, donc le taux de survie à 3 ans après transplantation qui est quasi de 80%. Vous voyez que chez les patients VIH, la courbe en rouge, on est à 60% à 3 ans et c'est une survie qui est faible. Donc il y a encore un enjeu majeur sur la survie de ces patients-là. Et enfin, dernier groupe d'enjeux, et qui est probablement le plus important en termes sociétal, c'est celui de passer au-delà des problèmes d'accès aux soins. Il y a plusieurs enjeux sur l'accès aux soins et plusieurs barrières à l'accès aux soins. Les problèmes médicaux, on en a parlé, mais il y a aussi des problèmes liés aux personnes qui sont à l'origine des soins, des problèmes au niveau des patients et des problèmes au niveau des systèmes. En ce qui concerne les patients et les personnes à l'origine des soins, d'abord pour les patients, on sait que l'efficacité du traitement est identique que l'on soit dans un pays du Nord ou dans un pays du Sud. Il y a une très bonne méta-analyse qui a été publiée en 2012 et qui montre qu'il n'y a pas de différence quand on traite des patients, quand les patients ont accès aux soins, ils répondent aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. En revanche, ce qui fait que dans les pays du Sud, on a plus de problèmes de traitement, donc de traitement, c'est en fait l'accès au traitement et pas tant l'efficacité du traitement, c'est cette intrication de phénomènes sociaux, de phénomènes individuels qui sont dus à la stigmatisation, à la discrimination. Cette étude publiée en 2013 a bien montré que les problèmes de logement, les problèmes d'accès géographique, la criminalisation de l'utilisation de drogue ou de l'homosexualité sont toutes des barrières à l'accès aux soins. De même, comment aller au-delà
des barrières qui sont liées à la mise à disposition soit des médicaments, mais surtout des moyens d'évaluer les patients avant l'accès au traitement. On devrait pouvoir passer au-delà de ces barrières parce qu'on sait que le suivi virologique des patients est compliqué, mais on sait maintenant aussi qu'il y a des tests rapides, par exemple, qui ont été développés pour faire les diagnostics de maladies. Il y a aussi des moyens efficaces pour transporter les prélèvements, par exemple les papiers buvards. Il y a des moyens de dépistage et d'évaluation de la fibrose, comme les fibroscans portatifs qui ont été développés, qui sont très efficaces. Et bien sûr, l'enjeu, and I will be finished in 2 minutes, l'enjeu le plus important auquel il va falloir qu'on s'attaque dans les années à venir, c'est les problèmes de coûts. Donc les problèmes de coûts, là aussi, il est très probable que le plaidoyer va avoir une place extrêmement importante. Donc je vous ai mis ici quelques images des principaux acteurs dans le plaidoyer. Et puis on sait aussi que le coût auquel l'industrie pharmaceutique veut vendre ses traitements est très probablement largement surévalué et que dans les pays du Sud, on devrait pouvoir mettre à disposition des stratégies qui sont avec des coûts beaucoup plus faibles. Et comme vous le voyez ici, je pense que comme vous pouvez voir par exemple la fabrication du sofosbuvir, eh bien, le coût annuel, c'est entre 68 et 136 $. Donc pour traiter un patient avec un sofosbuvir pour un traitement de 3 à 6 mois, c'est de 68 à 136 $ et pas 100 000 $ qu'on peut parfois l'entendre dans les médias. Et je pense qu'il faut vraiment se rappeler, pour l'hépatite C, de tout le chemin qui a été parcouru avec le VIH. Donc vous voyez, en 2000, le traitement antirétroviral, une année de traitement, c'était 10 000 $. Et maintenant, on est descendu avec les génériques et les traitements combinés à moins de 100 $ par an. En 2000, seulement 0,1% des personnes affectées par le VIH en Afrique avaient accès au traitement. Et maintenant, on est à 68% des femmes, 47% des hommes. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune raison qu'avec le VHC, on n'ait pas les mêmes succès et probablement beaucoup plus rapidement qu'avec le VIH. Et puis, bien sûr, un petit peu pour conclure cette présentation, qui a été tirée de la conférence de Washington l'année dernière, le traitement pour tous, eh bien, c'est aussi un besoin de répondre aux demandes de la société. Et je pense que tous les décideurs en santé doivent absolument se pencher sur la question parce que c'est un vrai problème de santé publique. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention et puis peut-être ouvrir les questions si vous en avez, si on avait encore un peu de temps. Thank you for that excellent and very comprehensive review. I think we have time for perhaps one question. I think your hand went up first, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Karine, de cette magnifique présentation. Qui est une démonstration qui permet le plaidoyer. Alors, comme le temps nous presse, parce que j'aurais 1000 questions, mais pour aller peut-être à l'essentiel, la dernière photo, silence égale mort, ce congrès a mis en exergue une phrase de Miguel de Unamuno: il est des circonstances où se taire et mentir, et là donc où se taire peut être criminel. Il y a beaucoup à faire pour les pays du Nord encore, bien que nous ayons assez largement progressé. Nous, dans le Sud-Ouest, et en particulier à Bayonne, nous sommes particulièrement actifs depuis bien longtemps sur cette nécessité d'accéder rapidement aux soins de l'hépatite C. Nous avons eu ici, dans cette région, beaucoup de VIH. C'est une des régions les plus touchées en Europe et donc où il y avait beaucoup trop infectés. Mais je pense aux problèmes des pays du Sud qui, pour l'instant, n'ont pas ou très peu accès au traitement des hépatites. Une des questions qui nous taraude et qui nous divise est de savoir s'il est opportun de diagnostiquer quand on n'est pas sûr de pouvoir traiter.
ma part, je pense que la question éthique est résolue et qu'il convient de pouvoir de diagnostiquer, même si l'on ne peut pas proposer, nous, ou celui qui diagnostique immédiatement le traitement. D'autant plus qu'il y a, si j'ai bien compris aussi, en dehors des traitements enfin, des traitements de l'hépatite C, d'autres éléments sur le stress oxydatif, la diminution de l'alcool, etc. Donc, que penses-tu de cette question qui peut être un dilemme? Faut-il ou non diagnostiquer, même si l'on n'est pas sûr de pouvoir traiter derrière? Alors, je trouve que ça fait vraiment écho à une problématique auquel on a été confronté au tout début du VIH, où c'était pourquoi est-ce qu'on diagnostiquerait dans les pays du Sud, puisque de toute manière, on ne peut pas les traiter, et puis surtout, quand on les a diagnostiqués, de manière, ça ne sert à rien de les traiter, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre un traitement, et il vaut mieux agir sur la prévention. Et on voit bien que, évidemment, la prévention sans le traitement, ça ne sert à rien. Alors non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut absolument diagnostiquer. Alors pourquoi il faut diagnostiquer? Parce que ça va être la seule façon de montrer aux décideurs en santé, aux industriels, que l'hépatite C, c'est pas qu'un problème du Nord, c'est un problème du Sud, et que ces épidémies cachées dont je vous ai parlé, on n'en voit que le sommet de l'iceberg. Donc déjà, dépister, ne serait-ce que pour agir à un niveau macro, on va dire, pour montrer qu'il y a de l'hépatite C et qu'il faut s'intéresser à ce problème. Donc déjà ça, vous allez me dire, c'est pas au niveau individuel. Mais au niveau individuel, je pense que chaque patient, chaque personne affectée doit être partenaire, doit être acteur, de son infection, et ça va avoir beaucoup de conséquences pour lui. Déjà, peut-être une prise de conscience sur la nécessité de prévenir la transmission, de prévenir aux gens qui l'entourent, la nécessité de ne pas se recontaminer. La possibilité aussi de donner à chacun d'être acteur de sa santé en peut-être allant chercher là où il y a des traitements, un traitement envisageable. On ne peut pas dire parce que vous êtes dans les pays du Sud, ça ne sert à rien de vous traiter parce que même si on a un traitement à côté, vous ne pouvez pas y aller. Peut-être que certaines personnes vont pouvoir avoir accès à ces traitements qui ne sont pas encore disponibles chez eux. Et puis ensuite, c'est aussi donc, leur donner moyen de réduire les conduites à risque, donc tout ce qui est alcool, etc. Et surtout, dans les années à venir, et très rapidement, 2015-2016, on va avoir des stratégies sans interférons, très efficaces, très bien tolérées. Et c'est en ayant beaucoup de patients à traiter que les groupes qui font du plaidoyer vont pouvoir faire par pression baisser le coût des traitements et le rendre accessible à tous. Si on ne sait pas qui est malade et quelle est la prévalence et l'importance du problème en termes de santé publique, on n'a aucun moyen, quand on agit, quand on fait partie de ces grands groupes de plaidoyer, de pouvoir permettre d'affronter le problème à bras-le-corps. J'espère que j'ai répondu à... Enfin, j'ai donné mon opinion.